c'est un vrai plaisir d'être là parmi vous, dans ce lieu chargé d'histoire, pour présenter les activités de Carbios. Merci. Donc Carbios a été créé en 2011 sur une idée qui était de résoudre le problème de ces images terribles, la pollution par le plastique. Donc juste quelques chiffres, on produit environ 350 millions de tonnes de plastique. C'est à peu près une douzaine de tonnes chaque seconde. Donc c'est impressionnant. Et malheureusement, il y en a 9 millions aujourd'hui qui finissent dans les mers et les océans. Ce qui veut dire un camion de 18 tonnes à peu près toutes les minutes, pour un peu marquer les esprits. Le problème, c'est le plastique, c'est les années 1950. Et jusqu'à aujourd'hui, on a produit à peu près 9 milliards de tonnes de plastique. Et jusqu'à il y a 10 ans, sans se préoccuper de la fin de vie. Donc on peut imaginer que finalement, ça conduise inévitablement à des catastrophes. Et pourtant, je continue de penser que le plastique, c'est fantastique, merci, et que le déchet plastique, c'est lui qui est catastrophique. Merci. Et tout ça pourquoi ? Parce qu'on est dans une économie circulaire. On part de pétrole. Qu'est-ce que j'ai dit ? Ah oui, linéaire, c'est écrit, linéaire. C'était pour voir si vous suiviez. Une économie linéaire. On produit du pétrole, on en fait des monomères, on en fait par exemple du PET, dont on va faire des bouteilles ou des textiles. Et pour les bouteilles, après une utilisation, ça finit comme un déchet. Donc c'est terrible comme économie. Et donc ce qu'on veut développer chez Carbios, c'est une économie beaucoup plus circulaire. C'est une fois qu'on a produit des déchets, les recycler. Et notre objectif, c'est, à partir par exemple de PET, de revenir au monomère de manière à pouvoir refaire, à partir d'un vieux t-shirt, de refaire une bouteille par exemple. Donc c'est ces deux messieurs-là qui sont à l'origine de Carbios. Et leur idée initiale, qui paraissait un peu loufoque, ça a été de dire, plutôt que d'utiliser la chimie, on va utiliser des enzymes. Je vous expliquerai dans quelques diapos pourquoi c'était, selon moi, une très bonne idée. Et pour vous faire rire, ils m'ont présenté 2 projets. Et pour les 2 projets, j'ai dit, j'étais chercheur à Toulouse, et j'ai dit, franchement, je crois, pour un, que c'est impossible, j'en étais vraiment sûr, et pour le deuxième, que ça allait être très difficile, pour ne pas dire impossible. Donc ce premier projet qui me paraissait impossible, c'était, ils avaient l'idée sur un polymère, qui est un polymère biosourcé, qui s'appelle le PLA, dont on peut faire des pots de yaourt, des films de paillage, des sacs de caisse. L'idée, c'était de le rendre biodégradable dans un compost domestique. Comment ? En introduisant une enzyme dans le polymère qui allait assurer sa dégradation après usage. Donc ça me paraissait une idée géniale. Alors moi, je venais du monde des enzymes, j'y connaissais rien en plastique. Ma première question a été comment on va faire pour introduire une enzyme dans le plastique ? Et ils m'ont parlé de quelque chose que je connaissais pas ou mal, l'extrusion. Et donc, ils m'ont dit, à l'état fondu, on introduira l'enzyme. Bon, je dis, c'est génial, très bonne idée. Et ma deuxième question, ça a été, ça fond à quelle température le PLA ? Et là, la réponse était 170 degrés. Et je pense qu'il y a beaucoup de chimistes dans la salle, et pendant longtemps, les chimistes regardaient les enzymologistes en disant, ouais, c'est sympa, vos enzymes, là, c'est hyper sélectif, c'est bien. Par contre, ce n'est pas du tout stable et ça ne résiste pas à la température. Donc, ma réponse a été 170 degrés pour une enzyme. Franchement, il faut oublier, ce n'est pas possible. Et le deuxième sujet, c'était le recyclage du PET dans ce cas-là. Et moi, j'avais plein de collègues qui travaillaient sur la cellulose, l'hémicellulose. Ça avait l'air hyper pénible. Moi, je travaillais plus pour l'industrie pharmaceutique, c'était plus noble. Bon, et j'imaginais que le plastique, ça allait être un cauchemar par rapport à la cellulose, beaucoup plus compliqué. Donc voilà comment j'ai démarré avec Carbios. Jean-Claude serait là, il vous dirait, j'ai quand même mis beaucoup d'argent sur la table, et finalement, Alain a dit, je peux essayer. Ce qui n'est pas faux.
Alors, je ne sais pas si vous êtes tous familiers avec une enzyme, donc je ne vais pas être très, très long, mais une enzyme, c'est un catalyseur, donc, comme la chimie. C'est un polymère, donc c'est construit à partir de 20 acides aminés de base dans la nature, et ça prend une forme tridimensionnelle un peu compliquée. Et puis, la nature a inventé des milliers d'enzymes pour catalyser tout un tas de réactions. Si je prends une bactérie, on en a vu une toute petite partie de la bactérie tout à l'heure. Ça, c'est Escherichia coli, et c'est toutes les réactions qui se passent dans ce micro-organisme. Et c'est à peu près 3000 enzymes différentes qui catalysent ce qu'on appelle la vie. Et chez un humain, c'est à peu près 30 000 enzymes différentes. Aucune enzyme n'est capable efficacement de dégrader du PET. Et notre rôle chez Carbios, c'est de faire de l'évolution, comme le fera certainement la nature, mais en accéléré. On n'a pas des millions d'années pour faire ça. Et quand je décris mon métier, je dis que je suis une espèce de serrurier. Dans cette enzyme, il y a une serrure dans laquelle vient se loger la clé, qui est le substrat. Donc ici, une chaîne de plastique. Et toutes les enzymes qu'on a découvertes chez Carbios et dans le monde, qui ont une petite activité sur le PET, c'est une classe d'enzymes qui s'appelle les cutinases, qui dégradent une des parois des feuilles des plantes, qui est la cutine. Et un peu par hasard, une chaîne de PET, elle arrive à rentrer dans cette serrure, mais ça ne marche pas très bien. Et nous, notre rôle, c'est d'optimiser cette serrure pour que la clé rentre bien et que la réaction soit efficace. Donc le procédé, il est simple. On utilise ce petit ciseau moléculaire et on fait très exactement le travail inverse d'un polymériste. Le polymériste, il a pris un diacide, un diol, et il les a assemblés par une fonction ester. Et nous, avec l'enzyme, on vient briser la fonction ester et on revient au monomère de base. Si on est capable de les purifier, en théorie, on va pouvoir revendre ça à un polymériste qui va pouvoir refaire du PET. Donc avec un vieux t-shirt, refaire une bouteille transparente, ou avec une bouteille de lait opaque, refaire un t-shirt. Bon, quelques chiffres. Le PET, c'est le second polymère le plus produit dans le monde. C'est quasiment 100 millions de tonnes par an. Et moi, chose qui m'a surprise, on en fait autant une bouteille, une barquette, qu'une fibre textile. Et c'est ce qu'on appelle le polyester. Et le polyester, c'est 2/3 de l'utilisation du PET. C'est un marché en forte croissance parce qu'on imagine que c'est un des polymères qu'il sera le plus simple de recycler. Après, on est aidé par des régulations, en particulier européennes, qui poussent à utiliser de plus en plus de plastique recyclé. Et puis, on est aussi aidé par nous, les consommateurs, qui poussent les marques à avoir des politiques en termes de pourcentage de recyclé de plus en plus élevés. Je ne vais pas décrire tout ce que disent les gens. Si j'en viens à notre procédé, il est relativement simple. À l'échelle industrielle, on va prendre une cuve. Cette cuve, elle est agitée. On y met des déchets plastiques, donc on va pouvoir traiter des bouteilles, des barquettes, des textiles. Petit pré-traitement dont je vais vous parler. On rajoute de l'eau et puis on rajoute l'enzyme. Alors pourquoi c'était une excellente idée d'utiliser une enzyme plutôt qu'un catalyseur chimique? Il y a des procédés aujourd'hui concurrents qui développent le même type d'approche mais avec des catalyseurs chimiques. La première chose, c'est qu'une enzyme, le concept de clé-serrure que je vous ai décrit, fait qu'on n'a pas besoin d'un tri très intensif à l'entrée. On peut travailler avec des mélanges de plastique. Bon, ça aura un petit effet négatif sur la productivité, donc il faut quand même que ce soit relativement enrichi. On peut recycler des plastiques complexes, parce que c'est finalement assez rare qu'on ait un seul plastique. Une barquette, c'est souvent du PET, du polyéthylène. Un paquet de chips, moi j'ai découvert un monde incroyable, un paquet de chips, là, ça ressemble à rien, mais c'est quand même 5 couches, ou plus, et chacune dans un matériau différent. Une enzyme, comme elle est très sélective, c'est elle qui va faire le tri. Ça, c'est avantageux parce que on gagne sur le coût du tri, mais on gagne aussi sur le coût de la purification. On travaille aussi à basse température, donc il n'y a pas plein de réactions secondaires qui se passent, et donc on a une purification qui est facilitée.
Bon, on travaille à basse température, sans solvant. Et aussi, quelque chose qui est important, c'est qu'on est le seul procédé aujourd'hui développé où on revient au monomère utilisé par l'industrie de la production de plastique. Ce qui fait que notre usine, on peut la plugger sur une usine de PET existante, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui des procédés chimiques concurrents. Ils ont un capex élevé parce qu'ils doivent non seulement produire une usine de recyclage, mais une usine de production de PET, dédiée à l'utilisation des monomères qu'ils synthétisent. Alors, Carbios est basé à Clermont-Ferrand, mais historiquement et philosophiquement, il a été décidé, dès le début, de s'appuyer sur le monde académique, dont je viens personnellement. Et en particulier, on a créé à Toulouse un laboratoire collaboratif avec un grand laboratoire qui s'appelle le Toulouse Biotechnology Institute. Et aujourd'hui, c'est 15 chercheurs Carbios délocalisés et à peu près une quinzaine de chercheurs du laboratoire qui travaillent conjointement à découvrir nos enzymes et à les optimiser. Je pense que c'est un très beau modèle, j'en profite pour le vendre, parce que d'abord pour Carbios, à l'origine, ça a été une économie. On a accès à toutes les plateformes de ce laboratoire pour screener la biodiversité, produire nos enzymes, les optimiser, des outils de screening performants, des gens qui sont forts en RMN ou en biophysique. Et puis, ça nous a donné aussi l'occasion et l'opportunité plutôt de travailler avec des gens du secteur public très compétents et très performants, chacun dans leur domaine. À Toulouse, on travaille à très petite échelle. Nos plus petits réacteurs, ils font 20 picolitres. Alors, je le rappelle, pico, c'est moins 12, hein. Donc c'est des micro-gouttelettes d'eau, et pourtant, on est capable d'y introduire du déchet plastique, un micro-organisme, et un seul, et qui va produire une enzyme et une seule, et de mesurer l'effet de cette enzyme sur la dépolymérisation du PET. L'avantage de ça, c'est que ça nous permet, de cette miniaturisation, de cribler des banques de variants d'enzymes, des millions dans une journée, et donc d'accéder à une diversité très grande. On finit à 0,5 litres, et puis à Clermont-Ferrand, c'est plutôt là où on va faire le scale-up. On va démarrer à l'échelle de 0,5 litres pour valider que les résultats entre Toulouse et Clermont sont similaires. Et puis après, des réacteurs de 5 litres, 1 mètre cube où on va traiter 100 kg de PET. Et puis on a construit en 2021 un démonstrateur industriel où là, le réacteur, il fait 20 mètres cubes. Donc c'est une usine à l'échelle 1/15e. Donc ça commence à être une petite usine. Et là, le réacteur, il fait 20 mètres cubes et on peut traiter 2 tonnes de déchets, c'est-à-dire, pour fixer les idées, 100 000 bouteilles ou 20 000 t-shirts. Donc ça commence à être un volume raisonnable. Deuxième chose que j'aime bien dire, c'est l'innovation, ça se crée souvent aux interfaces entre les sciences. Et ce qui est sûr, c'est qu'un enzymologiste n'aurait pas réussi Carbios, un polymériste n'aurait pas réussi Carbios. Enfin, si on peut dire qu'on a réussi, parce que pour moi, la réussite, ce sera le jour où on aura une unité industrielle, évidemment. Et donc, pour vous donner une idée, il y a un petit pré-traitement avant de mettre ça dans le réacteur. Les enzymes, elles n'aiment pas la cristallinité du PET. Elles n'aiment pas que les structures soient très organisées. Et la raison, c'est un problème d'accessibilité. Donc on a d'abord développé un procédé pour amorphiser, rendre amorphe ce PET, et on utilise un processus d'extrusion. Comme c'est une étape coûteuse en énergie, on en profite pour faire une deuxième chose. On expanse la matière, et l'objectif de cela, c'est d'augmenter la surface d'échange entre le polymère et l'enzyme. Donc on obtient ces pellets là qui sont millimétriques et qui ont une grande surface d'échange. Tout début du projet, donc ça devait être en 2015, la première chose qu'on a faite en bon scientifique, on a fait l'analyse de la littérature et on a regardé toutes les enzymes qui avaient été décrites comme hydrolysant le PET. Et pas de surprise, l'échelle au passage elle est logarithmique, hein, donc on a choisi, je sais pas si, non, on a choisi la plus efficace. Donc mais juste pour vous dire que des fois la science est surprenante,
je vous assure que 95% des équipes dans le monde ont choisi la première, là, qui est 10 000 fois moins efficace. J'ai jamais compris pourquoi. Alors peut-être que, comme la thermostabilité des enzymes, c'est souvent un questionnement, peut-être qu'elle était la plus thermostable, mais non, c'était la pire aussi, et celle que l'on a choisie était la meilleure de ce point de vue-là. Donc ils ont fait des très beaux papiers, parce que quand on part de pas grand-chose, forcément on arrive à améliorer petit à petit, mais comme on part de loin... Parce que même avec notre enzyme, quand j'avais dit à Jean-Claude Lumaret que ça me paraissait un projet challenging, ça l'était. Je pense qu'au bout d'un an et demi de travail, on en était à peu près à ça. Donc on travaillait avec des toutes petites quantités de PET dans le réacteur, des énormes quantités d'enzymes. On laissait ça 16 semaines et on avait 3% de conversion. Donc on n'était pas d'un optimisme béat. Bon, on a travaillé, et ce que m'ont appris les polyméristes, c'est les notions de température de transition vitreuse. Je n'avais jamais entendu parler de ça. Et c'est une température, le polymère, il a l'air comme ça, visuellement, ça reste un solide, mais c'est la température où les chaînes, elles commencent à être très mobiles. Et donc l'idée, c'était de dire, si les chaînes sont mobiles, elles sont certainement plus accessibles à l'enzyme. Donc notre challenge, c'était de travailler longtemps à 70 degrés. Et donc la première chose qu'on a faite, ça a été optimiser la thermostabilité de l'enzyme. Pour ce faire, on a beaucoup utilisé la RMN. On a l'empreinte de la RMN de cette protéine, ce qui est relativement rare. Il y a peu d'exemples où on a résolu la structure d'une enzyme par RMN. On l'a aussi résolu, ça c'est beaucoup plus classique, par diffraction aux rayons X. Et on a analysé quelles étaient les faiblesses par ces deux techniques de l'enzyme. Et on a trouvé des zones d'instabilité de cette enzyme. Et après, on a joué au petit bricoleur. Telle zone a tendance à bouger et à vibrer à haute température, on va l'attacher. Comme ça, elle arrêtera de bouger et on stabilise l'enzyme. Et on fait ça avec un acide aminé particulier, qui est la cystéine, où on crée un pont disulfure. C'est ce qu'on fait lors des procédés de vulcanisation, par exemple, du caoutchouc naturel. Et par ce fait, on a augmenté la thermostabilité de cette enzyme comme on le voulait. Puis la deuxième chose qu'on a fait, donc on a la structure de cette enzyme. Par modélisation moléculaire, on est allé mettre la clé dans la serrure. On a identifié la serrure, et puis on a mis la clé à l'intérieur. Et on a trouvé qu'à peu près 50 acides aminés étaient en contact avec cette clé. Et je rappelle, cette serrure, elle est faite pour tout à fait autre chose. Et la stratégie qu'on a utilisée, relativement classique, c'est on a pris chacun de ces 50 acides aminés, je vous ai dit qu'il y en avait 20 dans la nature, et donc un acide aminé en contact, on l'a changé par les 19 autres. Donc on a créé 19 variants. 50 acides aminés, 50 fois 19, ça fait à peu près 1000. Donc on a créé 1000 variants indépendants, et puis on a développé un screen semi-rapide, même un peu lent, où on est capable de faire des nanoparticules de PET que l'on met dans une gélose, et puis on vient spotter les micro-organismes qui produisent ces enzymes. Et ça, les nanoparticules créent une opacification des boîtes de gélose. Et si une enzyme dégrade le PET disparaît. Et donc, la gélose redevient claire. Et on a un halo autour de la colonie, et le diamètre de ce halo est proportionnel à l'activité de l'enzyme. Donc, on a trouvé des mutations intéressantes, et puis on les a combinées. Et on est arrivé en 2019 à ce premier variant qui avait des performances par rapport à celui que je viens de vous présenter tout à fait intéressantes. Donc cette fois-ci, on travaille à des très fortes concentrations en PET, aux alentours de 200 grammes litres, donc c'est très dense dans le réacteur, à 68 degrés. Et là, au bout de 24 heures, donc on est passé de 16 semaines à 24 heures, et on est passé de 3% à 98%. Et donc ce que j'avais dit au tout début était faux. Si on regarde la productivité de ce procédé, on est à 7 grammes par litre et par heure. Et juste à titre de comparaison, l'hydrolyse de l'amidon, qui est un procédé industriel depuis presque un siècle, ou un siècle peut-être, on est à 5 grammes par litre et par heure. Et la cellulose, dans les procédés biotééthanol de seconde génération, on est à 0,5 grammes par litre et par heure.
Donc ça veut dire que c'est infiniment plus facile finalement de dégrader du plastique que de dégrader de la cellulose. Et ceci avec une seule enzyme. En 2020, on a été très fiers. Tout ce travail d'optimisation de l'enzyme a été publié dans Nature. Et puis on a continué à travailler, donc évidemment, on ne s'est pas arrêté là. Donc aujourd'hui, on a une enzyme qui est beaucoup plus stable. On a une très bonne collaboration avec l'école polytechnique pour faire de la cryo-EM. Et dans ma vie, c'était la première fois que je voyais une enzyme à la surface d'un polymère. Je voyais une enzyme tout court d'ailleurs. Si vous regardez l'image là-bas à droite, c'est des nanoparticules de 100 nanomètres de PET. À gauche, il n'y a pas d'enzyme. La surface est lisse. Et si vous avez des bons yeux, vous voyez à la surface des petits cercles. Et chacun de ces petits cercles est une enzyme. Et donc, on a aussi travaillé sur l'optimisation de l'absorption de l'enzyme sur le polymère, de façon à voir ce polymère, avoir toute sa surface remplie d'enzymes et des petits ciseaux qui coupent un peu partout. On a développé ces screens microfluidiques qui nous permettent de tester des millions de variants dans une journée. On ne veut pas être des producteurs d'enzymes, donc on a décidé de s'associer au numéro 1 mondial, qui est un groupe danois qui s'appelle Novozymes, qui sera notre producteur exclusif d'enzymes. Et, je surveille l'heure, ça, tout va bien. Et juste pour vous montrer un peu visuellement comment ça se passe, donc ça c'est un réacteur, on a pris ça avec mon iPhone à Toulouse, donc c'est pas très professionnel. Mais dans ce réacteur, donc, on est aux conditions de 200 grammes par litre, et je démarre la réaction. Ce sont des minutes, là, sur le timer. Alors, je vous rassure, ça ne va pas durer 24 heures. Je vous le dis. Donc, au bout de 30 minutes, on voit déjà qu'il s'est passé quelque chose. Nous allons arriver à 1 heure où, à l'œil, on voit que, significativement, beaucoup de plastique a disparu. Et puis, on va arrêter à 2 heures. Il aurait fallu accélérer plus. Le petit film. Mais à 2 heures, voilà, toutes les pellettes plastiques ont disparu. On est à 98% de conversion, c'est-à-dire à peu près 150 grammes litres d'acide téréphthalique et 50 grammes litres de MEG. Maintenant, il reste à les purifier. Donc ça, c'est notre mur des brevets. On a 58 familles de brevets qui portent sur le pré-traitement, évidemment sur les enzymes, qui est le cœur de notre procédé, mais sur certaines étapes de purification. Le scale-up à l'échelle démo, quelques images. Donc là, on va traiter des bouteilles ou des barquettes, là du textile. On en fait les pellets que je vous ai montrés tout à l'heure. Le scale-up du réacteur, là, il a été très simple. On a exactement les mêmes cinétiques à l'échelle 5 litres ou à l'échelle 20 mètres cubes, tout simplement parce que là, ce n'est pas de la fermentation, où le scale-up est en général plus compliqué. Là, il suffit de mettre les pellets de plastique en suspension. Donc, ça n'a rien, il y a un petit agitateur à l'intérieur, rien de drastique. Après, si je vous décris très brièvement, on va séparer les phases solides et liquides dans un filtre. On va décolorer, parce que ce qu'on veut, c'est faire du PET parfaitement clair. Puis, on va précipiter l'acide téréphthalique et il y a une étape de cristallisation. Et puis, le MEG est distillé. Alors, petite note d'humour, évidemment, ce n'est pas dans cet appareil qu'on fait la distillation, je vous rassure. Mais je le trouve très beau. Oui. Puis on est capable de refaire du PET, et ça n'a jamais été un challenge. Au premier essai, on a fait du PET, on a toujours fait le PET que l'on voulait faire. Ce qui a été beaucoup plus challenging, ça a été de faire du PET parfaitement blanc. Ça a été un vrai challenge qui a demandé au moins 1 an et demi de développement. On travaille avec des grands noms, on est perdu au fin fond de la France, là, parce que Clermont-Ferrand, c'est au centre de la France. Moi, je traduis ça, qui suis toulousain, par ça veut dire que c'est loin de tout. Mais tous ces gens sont venus. En 2021, ces 4 marques-là, Suntory, Nestlé, L'Oréal et PepsiCo, on leur a fourni des centaines de kilos de PET et ont fait ces bouteilles iconiques. Ça nous a permis de voir que durant les phases d'injection des bouteilles,
tout se passait bien, que des études de NIAS permettaient de voir qu'on avait la possibilité d'obtenir le grade Food Contact et que ce procédé permettait d'économiser 51% de CO2 par rapport à du vierge. On a aussi fait des fibres techniques pour Michelin, et puis à partir de fibres, on est capable de refaire des bouteilles parfaitement claires. Alors, où on en est aujourd'hui? Le démo plant, ça fait 2 ans qu'il tourne, et nous sommes en train de construire notre première unité industrielle qui se trouvera à Longlaville, c'est dans le sud-est de la France. Chez Carbios, on aime beaucoup les numéros 1 mondiaux, donc on va travailler sur un site et en coopération avec Indorama, qui est un groupe thaïlandais qui est le numéro 1 mondial du PET. Donc 50 000 tonnes par an, et cette unité sera opérationnelle fin 2025. Là, on en est au terrassement, donc on a le permis de construire, et on en est au terrassement du terrain. Merci.